Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur le voyage fantastique. Et oui, une nouvelle critique sur le film de 1966 réalisé par Richard Fleischer. Un film avec Stephen Boyd, Raquel Welch, Edmond O'Brien, Arthur Kennedy et aussi Donald Pleasence. C'est un film qui a coûté 5 millions de dollars environ, il en a rapporté 12. Il a eu beaucoup de prix et un prestige autour de ses effets spéciaux. Il dure 1h40 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h40 ? Eh bien, c'est une équipe de scientifiques qui vont être injectés dans un corps d'un autre scientifique pour le sauver, évidemment. Retour rapide, j'ai pas forcément beaucoup aimé le film pour ses effets, sa lenteur, son manque aussi d'engagement. Au début, il y a tout un complexe, voilà, qu'on parcourt de long en large. C'est un film avec beaucoup d'effets qui ont plutôt mal vieilli. C'est un petit peu... Voir le film, en fait, c'est un petit peu comme voir un vieux papy qui se traîne. Et j'ai loupé le ravissement du film, évidemment. À part ces effets, Raquel Welch, il n'y a pas grand-chose dans la tête des gens non plus. Peut-être aussi qu'il n'y a pas grand-chose dans le film tout court. Mais pour m'aider, j'ai pu lire un texte de Timé Zopé qui a vraiment travaillé le film au corps. Je ne vais pas redire ce qu'il a dit, mais il y a de très très bonnes observations. Il y a une très bonne analyse de séquence au générique du début. Je crois qu'il analyse le générique du début. Donc un texte, je le rappelle, de Timé Zopé, avec un Z et 2 P. Il y a eu aussi une très bonne vidéo de la chaîne YouTube interdite aux moins de 13 ans. De ce que j'ai cru comprendre, Isaac Asimov a été demandé pour écrire un roman, ce qu'ils appellent novelisation, à partir du script. Alors il a écrit un livre en faisant un peu ce qu'il voulait et le livre vint plus tôt que le film. Car le film il a eu des retards pendant son tournage. Donc le film n'est pas, à proprement parler, l'adaptation de la nouvelle de Isaac Asimov. Ceci étant placé, on va tout de suite parler du film parce que il y a quelque chose de bien étrange. Dès le départ, c'est le statut du film au sein de la science-fiction. Il y a vraiment, un avant et un après 1968. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un avant et un après 2001, l'Odyssée de l'espace. Et même La planète des singes, sorti également la même année que 2001. Ça fait partie de ce régime d'images comme le voyage fantastique. On pourrait presque trouver un dialogue entre ce film et ceux de Kubrick qui l'encerclent, à savoir évidemment 2001 qui est sorti en 68 ou 69, je ne sais plus exactement, et Dr Folamour en 64. Puisque nous avons un large moment dans le film où nous avons plus de la politique militaire, et 2001 qui est un pur trip, littéralement, entre justement la course, une tension entre deux pays, un voyage également. Le film commence par un panneau très étrange, un panneau qui doit mettre en garde parce que la science-fiction n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, à l'époque. Ce panneau dit ceci. Ce film va vous faire pénétrer dans un univers auquel nul jusqu'alors n'avait eu accès. Aucun œil humain n'avait encore aperçu ce que vous allez découvrir. Mais dans le monde qui est le nôtre, où se rendre sur la Lune et bien d'autres prouesses stupéfiantes seront bientôt rendues possibles, un jour viendra, peut-être très proche, où les fantastiques événements auxquels vous allez assister deviendront réalité. C'est presque un avertissement, mais aussi une balise pour le spectateur à croire finalement à ce que nous allons voir. C'est-à-dire on inclut le discours du film et ce que nous allons voir dans une potentielle réalité future. Donc, dans un sens, quand on parle de, vous savez, faire croire aux gens des choses à travers le contrat de suspension consentie de l'incrédulité, c'est une notion qui est très très forte, et là en incluant en fait ce que nous allons voir en pure fiction dans le film dans une potentielle réalité future, eh bien on nous fait croire aussi au potentiel réel de ce que nous allons voir, parce que c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, on en revient un peu aux aventures du Nautilus, ce qui est dans 20 milieux sous les mers, aucun homme n'a atteint de semblable profondeur, eh bien ça s'applique aussi au film. J'entends totalement que ce film soit un film de référence, ne serait-ce que pour Joe Dante quand il a fait L'aventure intérieure. C'est un bon petit film d'échappatoire, mais j'ai presque l'impression que c'est tout. Je n'ai peut-être pas envie de croire
qu'il y a autre chose. Parce qu'on pourrait fantasmer sur un dialogue de guerre froide avec l'Union soviétique, qui n'est pas évoqué. La guerre froide, la période de la conquête spatiale, c'est plus un film d'aventure que d'espionnage, mais il y a quand même un traître dans l'équipe, vous voyez ? Donc il y a tout un langage des codes de films de guerre froide, avec le début du film, il est sur ça, c'est une intro en teinte de guerre froide avec une tentative d'assassinat. Il y a un compte à rebours, donc une tension, donc une guerre froide. L'idée du compte à rebours, ça marche toujours très très bien, et c'est d'ailleurs régulièrement rappelé dans le film. Ce n'est pas quelque chose qu'on pose au début pour faire avancer la machine. Et à partir de là, on peut fantasmer, parce que, à mon sens, il n'y a pas grand-chose d'autre que l'histoire littérale. Alors, c'est là où des textes que j'ai lus ont pu m'aider à donner quelques observations, quelques ouvertures. Le gros décor de la structure, par exemple. Au début du film, on a Stephen Boyd qui est envoyé dans une mission et il ne sait pas trop ce que c'est. Et on va passer, j'ai l'impression, 15 minutes à parcourir des couloirs et des grands halls avec plein de gens qui s'affairent dans tous les sens. Voilà, c'est l'impression que ça m'a donné, c'est que ça durait 10 à 15 minutes. C'est pour montrer l'Amérique toute puissante, avec des décors de base gigantesques. On est vraiment clairement dans une reprise de code à la James Bond. James Bond venait de commencer, Dr No je crois que c'est 63. On est sur l'idée de base tellement immense qu'on a besoin de petites voitures de golf pour se déplacer à l'intérieur. Mais je me dis, on passe du temps sur ces décors, mais ça veut dire peut-être quelque chose. Et là, en écrivant justement les notes et en faisant les recherches, il est apparu quelque chose de tellement évident, c'est le parallèle entre l'organisation de la base et l'organisation du corps. Là où chaque personne a sa petite fonction quelque part dans la bâtisse, la voiture qui se faufile dans les artères de la ville, le Proteus qui fait la même chose dans le corps. Alors je ne sais pas pourquoi ça dure aussi longtemps, je ne sais pas pourquoi non plus le parallèle en fait entre les deux, un parallèle clair. Est-ce qu'on devrait dire alors oui, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes ? Mais ça n'a pas un rapport avec le parallèle de l'organisation même de la base militaire. La toute-puissance peut-être, ou peut-être que la nuisance est profondément liée à toute puissance, parce que ils sont dans le corps humain pour enlever une tumeur, en gros une saloperie, je sais plus ce que c'est exactement, et à la limite on s'en fout. Tout comme le Stephen Boyle est envoyé en mission et doit déloger un traître, une taupe, quelqu'un qui va s'aborder, un saboteur d'opération. Peut-être ce rapport-là, mais est-ce que ça valait les efforts déployés ? Je ne sais pas, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est conscient de la part de Fleischer. C'est pour ça que j'ai trouvé que la mise en place était très longue. Un peu trop longue à mon goût, c'est protocolaire, je crois. Vous savez, c'est un peu protocolaire comme le mystère Andromède, qui ne fait que du protocole pendant quasiment toute la durée du film. Le mystère Andromède, c'est le mystère protocolaire, en fait, le film. Mais c'est très sympa, mystère Andromède, mais c'est aussi sur les protocoles, comme dans ce film-là. Est-ce que 1 heure, qui est le compte à rebours, c'est vraiment 1 heure dans le film ? Évidemment que non. Ils sont miniaturisés à partir de la 28e minute et ça dure plus longtemps qu'1 heure. Alors que nous pouvons percevoir des ellipses. On note 1 heure de voyage, mais les ellipses sont là pour raccourcir ce voyage. Le temps imaginaire ne rejoint pas le temps réel, de la fiction, j'entends. La séquence du cœur, elle est chronométrée aussi. Quand ils passent dans le cœur, ils doivent avoir, je crois, 53 secondes, il me semble, avant de devoir réactiver le cœur. Sinon, c'est trop compliqué. Mais évidemment, dans la fiction, ça dure plus longtemps. Et ça dure pas plus longtemps parce qu'il y a forcément, un montage alterné. Non. On fait notre petit tour de manège, ça dure le temps que ça prend, et on donne toute la durée nécessaire pour montrer le corps et ses alentours. Il y a pas mal d'efforts, d'ailleurs. Avec les cartes pour montrer où ils sont. Il y a un montage alterné pour montrer aussi la différence d'échelle entre eux et le déploiement militaire dans la base. Les personnages, je trouve qu'ils sont inintéressants. C'est vraiment le Stephen Boyd, il joue Grant, qui est un héros classique.
il roule un peu les mécaniques, hein. Dans mes recherches, j'avais vu des propos sur Grant qui était un petit peu représentant d'une sorte de machisme et de quelqu'un d'un petit peu indélicat. Il y a un moment, il est devant une porte où il y a marqué CMDF, qui est bien sûr le diminutif de miniaturisation combinée de dissuasion. Et lui, il lit mobilisation consolidée des femmes délinquantes. Évidemment, le féminisme monte dans les années 60 aux États-Unis, et lui, il se sent menacé. Il dit même à un moment: on ne peut pas me réduire, moi, parce que bien sûr, il va être réduit comme les autres, parce que lui, il est, moi, je suis un mec, et un mec, ça ne se réduit pas. Et évidemment, il y a aussi, puisque là, nous sommes dans le corps humain, les créationnistes qui sont les gentils. Oh là là, c'est Dieu qui a formé cette machine incroyable qu'est le corps humain. Et le darwinisme, le méchant, évidemment, on est chez les Américains. Le darwinisme n'a pas son mot à dire. Quand le Dr Michael s'apprête à contre-argumenter, un message survient comme par hasard et coupe la conversation. Et donc le darwinisme ne peut jamais proposer ses contre-argumentaires. Dr Michaels, il raconte son passé aussi pour expliquer son geste de sabotage. Évidemment, c'est le saboteur, mais ça se voit assez rapidement, honnêtement. C'est un film qui a vieilli aussi dans la caractérisation de ses personnages. C'est toujours un peu pénible de procéder comme ça. Il me vient maintenant en tête l'affreux monologue de James Caan dans Le Solitaire de Michael Mann, où il explique son passé, mais d'une façon vraiment: oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Eh ben parce que dans ma jeunesse, blabla. Oh là là, mais ta gueule, oh là là, c'est chiant, on s'en fout, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pour terminer, aussi tant qu'on y est, l'assistante, Raquel Welch, c'est toujours la même soupe en fait à ce niveau-là, dans ces films-là, c'est à peu près la même valeur que Linda Harrison dans La Planète des Singes, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir le public masculin en critique pour s'en rendre compte. Pour dire, allez, la 50aine d'avis que j'ai vus sur IMDb et les quelques papiers critiques que j'ai pu retrouver, systématiquement, c'était les mêmes mots pour désigner l'actrice ou le personnage, c'est-à-dire de jolies formes, et elle se laisse pas faire, mais vite fait. Elle donne un peu la réplique pour embarrer Grant qui essaye d'être un peu plus près d'elle, mais finalement on se souvient aussi tous de la même scène, celle où ils se jettent tous sur elle parce qu'elle a été attaquée par des anticorps, donc ils doivent enlever des machins, et bien sûr ils se gênent pas pour mettre des mains partout sur son corps, oh là là, bon voilà, c'est à peu près les seules choses qui restent, parce que le personnage il a été écrit comme ça, faut pas croire que tout d'un coup ça a changé sa carrière, ça a toujours été comme ça. Comment ça s'appelait? Il y avait un western où elle a joué, c'était nul. Fantasme, c'était juste sa poitrine qui était intéressante. Et même en 66, elle a fait le film 1 million d'années avant Jésus-Christ. La même année, c'est la même chose. La pauvre, mais elle l'a cherché aussi. Alors, elle est montrée comme un joli corps qui se balade, et c'est tout ce qu'elle est. Et c'est tout ce qu'on lui a donné à faire. Peut-être dans des très vieux rôles où là elle est plus jolie à regarder, là elle a peut-être des rôles plus intéressants, des rôles de mère ou de grand-mère, je ne sais pas, mais là il y a pas de changement en fait, il faut pas croire que oh là là, elle donne le change au Grant, donc elle est féministe et donc ça va mettre un changement dans le non, les derniers plans. Elle est à terre comme les autres dans la larme du professeur, et juste avant il y a eu de la palpation, donc bon voilà, c'est un peu dommage, et c'est en cela aussi que le film est issu de son époque et qu'il a vieilli, nous sommes d'accord, mais il faut pas imaginer avec notre vision d'aujourd'hui des choses qui n'existent pas dans ces films-là. Par contre, ce qui existe, c'est que le film était très très cher à l'époque, qui plus est pour de la science-fiction. La science-fiction était toujours un petit peu relayée à de la série B ou des choses un petit peu mal fabriquées. Il y a quelques films qui ressortent, mais généralement, ils ont un petit peu pris un coup de vieux. C'est-à-dire que j'entends par là La planète interdite, ou Le jour où la Terre s'arrêta, ou encore La guerre des mondes. Ici, il y a quand même du budget, ça se voit parce qu'il y a eu énormément de décors, évidemment. Je crois que 5 millions, plus de la moitié, a été utilisé pour les décors. C'est un film qui fait date aussi dans l'utilisation de très nombreux effets de cinéma. La rétroprojection, le flou, la surimpression, le zoom, les zooms violents, particulièrement violents à certains moments.
les décors géants. Le vaisseau, lui, est construit en grandeur nature, les intérieurs également, avec tout ce qu'il faut pour permettre à l'équipe de filmer, notamment des parois amovibles pour y mettre la caméra. Il a été aussi construit en miniature pour être filmé dans des décors de l'être humain littéralement, avec des cylindres de verre fabriqués pour la seringue, et on voit tout d'un coup le vaisseau qui se fait éjecter comme ça de la seringue. Un plan de sortie de seringue, c'est le plus beau plan du film, magnifique, complètement surréaliste, vous l'avez eu dans la bande-annonce. On a la circulation sanguine, alors il y a eu un réservoir d'eau et on a mélangé de l'huile avec de la vaseline et du colorant, ils ont fait plein d'expérimentations, et ce sont des décors qui font des fois penser à de véritables visions de drogue, la drogue, mais vraiment, hein, on n'est pas loin de ça, hein. Et ce sont des visions qui ne peuvent pas cohabiter un petit peu dans le même plan que les gens qui vivent en fait l'expérience dans le vaisseau, donc il y a des effets coulés chauve à gogo. C'est-à-dire que nous avons un plan où les mecs ils regardent quelque chose hors champ, on voit pas ce qu'ils regardent, plan suivant, on voit la chose qu'ils regardent, voilà. Mais vous savez, je pense que ça joue très très fort quand on doit jouer des gens impressionnés par des choses qui n'existent pas devant nous. Ils regardent rien mais sont impressionnés quand même. Notre corps intérieur il est très coloré, ce qui est projeté en écran ne correspond pas forcément à ce qui est reflété sur leur peau. Donc bon, ce sont des techniques qui ont vraiment des limites et qui font bien sûr vieillir le film, mais ça correspond à l'environnement onirique évidemment du film. Le film a pas mal de musique, des musiques assez étranges, vraiment de la musique de science-fiction de l'époque, très expérimentale, presque dissonante, à foison. Le compositeur c'est Leonard Rosenman, c'est vraiment un nom à retenir parce que la composition est très étrange, c'est un peu une musique qui essaye de correspondre au mystère du corps humain, donc une musique qui ne sait pas trop où elle va. Ça fait un peu penser, vous savez, légèrement penser par moments à de la musique classique, vous savez, des trucs du style Le Sacre du Printemps de Stravinsky. Par moments, il y a quelques notes qui sont comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et par moments, il y a du silence total. Alors, c'est pas le son qui est coupé, mais il y a du grand silence. Par exemple, le générique du film, il est complètement muet. Il n'y a pas de musique au début d'ailleurs du film, hein, c'est presque la musique qui est réservée au moment incroyable de la découverte fantastique, de la découverte onirique du corps. Alexis Gilliatt, pour Criticat, dit quelque chose sur le film. On est encore dans la science-fiction en toque de grand-papa, même si grand-papa s'est magnifiquement cadré, éclairé, sans l'ombre d'un doute. Eh bien, je pense que c'est un petit peu ça, le film. Hein. On peut dire qu'il a du charme, évidemment, pour se protéger de dire qu'il est vieux. Hein. Avec, vous savez, des trucs complètement ridicules, hein, avec des petits radars rouges qui tournent autour du mec, c'est très très ridicule. Sûrement que ça passait mieux à l'époque, hein, mais c'est un peu pitoyable. Hein. Et il y a d'autres moments où ils essayent avec beaucoup d'effets de nous faire vivre l'intérieur. Par exemple, à un moment ils nagent, mais en fait ils nagent pas. Ils ont été tenus par des câbles filmés au ralenti pour donner l'impression justement qu'ils sont en train de nager à l'intérieur du corps. Alors ça manque de réel évidemment, hein. Alors ils essayent de trouver des astuces pour donner en fait de la tenue et surtout un bon rythme au film. Et il y a des moments par exemple que je trouve assez extra et on aurait pu faire plus de choses comme ça. Et d'ailleurs l'aventure intérieure le fait plus, c'est un montage alterné entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se retrouve à l'intérieur. À un moment, il y a une personne qui fait tomber dans le bloc opératoire un truc, une paire de ciseaux, un truc comme ça, et ça résonne dans les oreilles mais d'une façon tellement puissante, et là c'est vachement fort, avec l'oreille, et on a le suspense, parce qu'ils sont dans l'oreille, donc ils vont tout ressentir de façon énorme, avec un montage alterné. Dès qu'il y a du bruit, il y a un énorme zoom sur l'oreille, c'est assez poilant, et c'est assez frappant, en fait, comme effet. Il y a des choses comme ça, mais tout ça est aussi soumis à une limitation technique qui rend le film vieux, issu de son temps. Il n'y a pas de mal, hein. Mais je trouve même que dans les dynamiques, les actions, un homme qui rétrécit de Jack Arnold est plus regardable que le Voyage fantastique. Pour moi, il n'est pas intemporel, le film, hein. Il est bien temporel, il est bien situé en fait. Mais j'entends que ce soit un film de référence pour l'époque. Hein, je ne suis pas en train de dire c'est une merde. Hein. C'est un film de référence pour l'époque, mais ça reste
un film de son époque. C'est pas un film qui traverse les âges, hein. C'est bien pour ça qu'on en a refait d'ailleurs. Des versions, que ça soit en dessin animé ou que là je me pense au bus magique. Je pense au bus magique, au secours, ou le film de Joe Dante. On est sur un film d'une autre ère, avec ses codes et ses usages un peu désuets. Alors il y a plein de gens qui ont voulu faire des remakes, hein, Paul Greengrass, James Cameron, Sean Levy, Del Toro, ok, mais bon, tout ça n'a pas donné grande suite et je suis pas certain que ça vaille le coup de le faire. On a eu un très beau film de Kasten Taylor et Paravel où nous avons des sondes qui rentrent dans le corps et on suit en fait la sonde dans le corps, hein, dans les tubes et tout ça. C'est pas très beau, hein. Faut se rendre à l'évidence, notre corps n'est pas aussi merveilleux que ce que nous présente le voyage fantastique, hein. Et on l'a d'ailleurs toujours pas fait, le voyage fantastique à l'intérieur, donc c'est de la pure science-fiction, c'est pas le miroir du futur comme nous le dit la pancarte du début. Pour ma part, je lui mettrais un 12/20, avec mention. Voilà. Non, mais franchement, je le regarde pour ce cycle, mais je le reverrai plus, hein. Je préfère largement revoir Un homme qui rétrécit d'Arnold, hein. Ah, mais clairement, hein. Parce que je pense qu'il y a un engagement, en fait. Et je pense plus, comment dire, en prenant du recul comme ça vers la fin de la critique, que, en fait, on s'en fout des mecs. Et le scientifique qui subit l'opération, bon, c'est pas qui c'est. C'est un scientifique, voilà, il a inventé un truc. Que les Américains veulent, les Russes ils ont essayé de le buter, ça n'a pas marché, mais il est dans le coma. Ok, super, on s'en fout en fait. Vraiment, les personnages qui sont à l'intérieur du corps, on s'en fout aussi. Alors que le pauvre Scott, eh bien lui, il a des problèmes en fait. Et il les dit, et il les subit, et on est avec lui, voilà, dans ses interrogations. Et ça marche beaucoup mieux. Donc pour moi, et même si j'ai pas trop aimé Inner Space de Dante, il est clair que c'est beaucoup plus engageant, hein. Ce film, il a du mal à engager, je trouve, pour un public de maintenant. Et encore, vous savez, hein, moi, j'ai regardé beaucoup de choses, hein. Donc bon, c'est à voir pour un classique, et je dirais même un classique de la science-fiction, mais de ces époques. Mais voilà, je ne vais pas dire plus que cela pour le film. Mais libre à vous, évidemment, de le regarder et de vous faire un avis. Et si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me balancer vos meilleurs commentaires, vos meilleures punchlines. J'ai l'esprit réduit, j'ai fait une petite critique. Voilà, faites comme vous voulez, je vous donnerai le change. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Je vous remercie de suivre cette semaine spéciale. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!